Les humains sont faits pour manger de la viande. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Si tu devais déconstruire une seule idée reçue sur le véganisme aujourd'hui, lesquelles choisirais-tu? La première, c'est évidemment les protéines, parce que franchement, enfin, il faut arrêter avec ça. Mhm. Euh, et les deux autres, ce serait sur le calcium et les produits laitiers et les oméga 3 et le poisson. Et qu'est-ce que tu en penses de tous ces produits véganes, steak vegan, les saucisses véganes? Il y a de plus en plus d'études qui sortent sur ces produits-là, qui montrent que comparé à de la viande, même à de la viande non transformée, en fait, ces produits-là sont plus sains. Pour quelqu'un qui vient de commencer, à quoi quand même il doit faire attention? Aujourd'hui, je suis avec Astrid, diététicienne et nutritionniste spécialisée en alimentation végétale. On va parler des mythes autour du véganisme, des protéines, des supplémentations et surtout de comment s'y mettre sans se compliquer la tête. Les humains sont faits pour manger de la viande. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase alors? Bah, c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Dans le sens où, physiologiquement, les gens qui disent ça, ils pensent, bah, un peu à nos ancêtres, ils pensent aux hommes préhistoriques et aux femmes préhistoriques et cetera. Mais en fait, on a beaucoup, beaucoup de préjugés là-dessus et ce que les recherches archéologiques montrent maintenant, c'est que, en fait, la majorité de l'alimentation des humains préhistoriques était végétale. Mais quand je dis la majorité, c'est vraiment autour de 80 minimum. Et en réalité, ce que mangeaient les premiers hominidés, ça ressemblait beaucoup à ce que mangent les grands singes, puisque, bah, scoop, nous sommes des grands singes nous-mêmes. Et donc, c'était bah, une majorité de végétaux et éventuellement, de temps en temps, soit des carcasses, des charognes, ou éventuellement des tout petits animaux chassés, comme des petits reptiles ou des petits rongeurs. Mais ce n'était pas du tout la base de l'alimentation. Et dans ce qu'on a retrouvé dans des fouilles archéologiques, par exemple en Israël ou voilà, dans d'autres pays où il y a certaines choses qui ont été assez bien conservées, c'est justement qu'il y avait une diversité végétale qui était enfin, beaucoup plus importante que ce qu'on mange maintenant au final. Donc non, l'humain n'est pas fait pour manger de la viande au sens on est fait pour manger du bœuf et du cochon, etc. Oui, les premiers hominidés mangeaient un peu de viande, mais déjà c'était vraiment de l'agrément. Et puis c'était pas du tout la base de l'alimentation. Donc quand on dit que les humains sont faits pour manger de la viande, il y a, comme je disais, il y a une partie qui est pas fausse parce que oui, certes, les hominidés mangeaient de la viande un peu comme les chimpanzés ou les bonobos, etc. le font, mais c'est pas du tout censé être l'élément principal de l'assiette comme ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment dans le monde occidental. Encore une autre chose qu'on entend, moi j'entends en tout cas très souvent, que sans viande, il manque de protéines. Qu'est-ce Alors que... non, pas du tout. Déjà, enfin, les protéines, ça se trouve bah, très facilement, ça se trouve un peu partout de façon générale. Il y a aussi des protéines dans les légumes, par exemple. Sauf que les protéines, comme les glucides et les lipides, c'est des nutriments qui sont caloriques. Donc forcément, moins un aliment va être calorique, moins ça va contenir de protéines. Donc typiquement, les légumes sont pas très caloriques, donc ça n'apporte pas beaucoup de protéines et pas beaucoup de glucides non plus et très très peu de lipides. Mhm. Et à l'inverse, tu vas avoir des aliments qui sont denses en calories, comme les légumineuses, comme les oléagineux, tous sont riches en protéines. Après, voilà, enfin, il y a simplement certaines petites choses à savoir. Et typiquement, bah, quand on devient vegan, c'est important d'intégrer des légumineuses parce que justement, c'est des aliments qui sont assez riches non seulement en protéines, mais aussi dans d'autres nutriments, notamment des micronutriments. Donc c'est pour ça que voilà, on va essayer bah, de remplacer, enfin de changer, on va dire, la façon dont on construit son assiette. C'est même pas forcément remplacer la viande, mais c'est vraiment un peu changer enfin, sa façon de voir son assiette et de construire son assiette. Mais par contre, la carence en protéines, non, c'est pas du tout un risque. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas du tout, mais les cas dans lesquels ça existe, c'est pas pour le véganisme, c'est des personnes qui vont être, mettons, en perte d'appétit, donc ce qu'on appelle de l'anorexie, que ce soit l'anorexie mentale ou de l'anorexie tout court. Et donc, ça va être, mettons, des personnes très âgées qui perdent de l'appétit, des très jeunes enfants qui peuvent avoir des problèmes parfois neurologiques ou autres, où là, du coup, ça va jouer sur, bah, sur leur appétit et donc il va y avoir moins d'appétence pour la nourriture ou des personnes qui sont vraiment en dénutrition parce que manque de nourriture. Mhm. Mais voilà, il y a pas de risque de manque en protéines parce qu'on ne mange pas de viande. Mais un gramme de protéines végétales, c'est la même chose qu'un gramme de protéines euh, d'origine d'animal?
Alors, la digestibilité est un tout petit peu moindre pour les protéines, végétales, mais c'est pas non plus, enfin, il y a pas une différence énorme non plus. Donc ça peut être intéressant d'augmenter un tout petit peu, mais c'est pas la peine non plus de doubler les doses ou, voilà, ou même d'augmenter d'un quart ou quoi que ce soit. Et ce que montrent les études, c'est qu'à quantité de protéines égale, en fait, il y a les mêmes effets, les mêmes bénéfices, notamment, bah, si on parle, du côté plus sportif et prise musculaire. En fait, on voit que ce qui va compter, c'est à la fois la densité calorique et la densité protéique. Mais donc, à densité calorique et protéique égale, il n'y a pas de différence sur la prise de masse. Pareil chez les personnes âgées, justement, quand on va chercher à ce qu'elles ne perdent pas de muscles, parce que c'est très important pour elles de garder une bonne qualité musculaire, bah, en fait, à quantité égale, il y a pas d'effet délétère, d'effet dangereux d'avoir une alimentation végétale. Mais il y a quand même les normes qui disent que pendant la journée, pour rester en bonne santé, il faut consommer tel et tel gramme de protéines. Au niveau santé, par exemple, au niveau des recommandations, ce qu'on va te donner, c'est une fourchette. Donc après, on peut raisonner en termes de grammes, c'est-à-dire que, par exemple, on va dire que le minimum de protéines qu'il faut, c'est 0,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Mhm. Tu peux arrondir ça à 1 gramme de protéines à peu près. Donc on va dire que pour un apport optimal, tu peux compter, mettons, si tu fais 55 kilos, bah, il te faut à peu près 55 grammes de protéines par jour. Mhm. Si tu fais 70 kilos, 70 grammes de protéines par jour. Tu peux un petit peu augmenter si tu es sportive, donc tu peux aller sur du 1,2, 1,4 par là. Mais en fait, au niveau des recommandations, par exemple en France, on a l'ANSES, qui est l'agence qui émet les recommandations. Eux, ils vont raisonner en termes de pourcentage. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends ce que tu manges dans la journée, enfin ce dont tu as besoin en termes de calories dans la journée, tu appelles ça l'apport énergétique total. Et ensuite, à partir de là, on va te dire tu as besoin de tel pourcentage de protéines, tel pourcentage de glucides, tel pourcentage de lipides. Et ça, c'est Mhm. toujours des fourchettes. Donc pour les protéines, c'est 10 à 20 de l'apport énergétique total. Donc tu Mhm. vois, déjà, la fourchette, elle est assez large. On ne te dit pas il te faut 15 pile poil de protéines. On te dit c'est 10 à 20. Ok. Donc ça fait quand même une fourchette assez large. Et puis ensuite, là où j'aime bien appuyer aussi, c'est que 10 à 20 c'est vraiment pas beaucoup. En fait, si tu Mhm. compares aux glucides, les glucides, c'est 40 à 55 de l'apport énergétique Mhm. total. Et les lipides, c'est autour de 35-40. Ok. Donc, tu vois, 10 à 20 enfin, quand on met justement l'accent tellement sur les protéines et quand on nous rabâche les oreilles avec les protéines, les protéines, les protéines, bah, alors c'est très important les protéines. Mais au niveau quantitatif, en réalité, c'est de ce dont on a le moins besoin. Donc, Ok. c'est aussi bien, je pense, enfin, déjà de conscientiser ça. Et puis, c'est quelque chose dont on peut parler aussi justement quand on nous enquiquine en tant que végane avec les protéines, d'expliquer que oui, certes, c'est très important, ça a plein de rôles importants, les protéines, mais c'est pas du tout le nutriment le plus important. Pourquoi les protéines? Parce que tu as dit qu'elles sont très importantes. Mais sont importantes déjà, pourquoi? Et est-ce qu'on peut manger trop de protéines? Alors déjà, enfin, au niveau des rôles des protéines, donc il y a le rôle musculaire que tout le monde connaît, donc la construction Mhm. musculaire, c'est un peu des briques pour construire nos muscles. Mais il y a aussi plein d'autres rôles dans l'organisme. Par exemple, ça va servir d'enzyme. Donc les enzymes, notamment au niveau digestif, c'est ce qui va permettre d'accélérer les réactions de la digestion et bah, de permettre de bien digérer. Certaines protéines peuvent servir d'hormones aussi, ou en tout cas de composés hormonaux. Donc, si tu Mhm. veux, il y a des rôles comme ça qu'on connaît moins pour les protéines et qui sont aussi importants. Et puis après, bah, c'est tout bête, mais par exemple, notre peau, nos ongles, nos cheveux, c'est fait voilà, de molécules protéiques. Mhm. Ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, ça, ces rôles qui sont très diversifiés et très importants, c'est le cas pour enfin, tous les nutriments. Par exemple, Mhm. les glucides, on connaît le rôle énergétique. On sait que les glucides, ça apporte de l'énergie. Mais ce qu'on sait moins, c'est que par exemple, les glucides, ça rentre aussi en partie dans la construction de notre ADN, dans le Mhm. ribose, par exemple. Donc, en fait, mettre l'accent uniquement sur les protéines, quitte à diaboliser certains autres nutriments, c'est pas bon non plus et c'est pas une vision qui est ni vraie ni exacte de la nutrition. Et puis, bah, ce que tu me disais, enfin, ce que tu me demandais sur le trop de protéines. Alors, techniquement, oui, on peut manger trop de protéines. D'après les dernières recherches, enfin, pendant un temps, on a pensé que ça pouvait être dangereux enfin, pour les reins, notamment de manger trop de protéines. D'après les dernières recherches, c'est plus pour des personnes qui sont fragilisées, donc soit déjà fragiles au niveau des reins, où là, effectivement, il faut vraiment éviter d'avoir trop de protéines et on va chercher vraiment à respecter une bonne fourchette.
Mhm. Et puis, éventuellement pour les jeunes enfants aussi, enfin, ça peut être pas très très bon pour les reins parce que leur système, enfin leur organisme n'est pas encore mature. Donc là, effectivement, on va essayer de rester dans une fourchette plutôt correcte et de ne pas surcharger en protéines. Maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est que, en fait, il n'y a pas cet effet-là au niveau des protéines végétales. Mhm. Parce que, enfin, là, ce qui va être intéressant à se demander, c'est un aliment, il n'apporte pas que des protéines. Qu'est-ce qui va apporter en plus des protéines? Et Mhm. donc, en gros, quand tu as les aliments végétaux, ils vont plutôt apporter, enfin, pour te la faire très, très courte, ils vont plutôt apporter des bonnes choses, alors que les protéines animales, en plus des protéines, ça va plutôt être des graisses saturées, des éléments inflammatoires, etc. Donc, notamment au niveau des personnes qui ont des problèmes rénaux, on va plutôt essayer d'aller vers des protéines végétales parce que ça permet justement à la fois d'avoir un bon apport protéique qui est important Mhm. pour quand on est malade, pour éviter la dénutrition, etc. Et puis en même temps, de ne pas avoir cet effet qui peut être justement dangereux pour abîmer les reins. Les sujets de la vitamine B12. On entend souvent que si vous devez vous supplémenter, est-ce que c'est pas naturel? Déjà sur le côté naturel, alors oui, c'est peut-être pas faux, mais en attendant, enfin, dans les vies qu'on mène aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas naturelles. Déjà, le fait d'avoir des vêtements, c'est pas naturel. Le fait d'être dans une maison construite en béton, etc., c'est pas naturel. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas naturelles. Donc, ok, moi je veux bien que ce soit pas naturel, mais dans ce cas, si quelqu'un veut vraiment aller sur quelque chose de 100% naturel pour se sentir bien, etc., dans ce cas, autant y aller à fond. Enfin, si tu veux, tu peux pas choisir genre un truc en l'attaquant entre guillemets en te disant que c'est pas naturel. Et puis par contre, tout le reste qui est pas naturel, tu es complètement OK avec. Ensuite, sur la supplémentation, alors moi, ce qui me fait un petit peu rire, c'est que aujourd'hui, par exemple, les recommandations pour les enfants et notamment les jeunes enfants, c'est de supplémenter systématiquement en vitamine D. Mhm. Et jusqu'à présent, j'ai entendu aucun lever de bouclier contre la supplémentation en vitamine D des enfants parce que ce serait pas naturel. De Ouais. la même façon, tu as le sel de table qui est systématiquement supplémenté en iode, parce que on s'est rendu compte que justement ça avait des bénéfices pour la population de supplémenter en iode. J'ai entendu aucun lever de bouclier contre la supplémentation en iode du sel La Baleine, pour pas la Mhm. citer, ou d'autres marques classiques, parce que ce serait pas naturel. Ouais. Donc, si tu veux, ce truc-là de dire oui, c'est pas bien parce que c'est pas naturel, bah oui, mais si tu choisis tes batailles là-dessus, enfin, voilà, c'est peut-être pas très naturel, mais toi, ce que tu dis, c'est pas très logique. Ouais. OK. Et Toi, ça fait longtemps que tu es végane oui, écoute, là, ça va être ma 11e année de véganisme. et t'as pas de carence, j'imagine. Ou t'as eu quand même au départ. Alors, en fait, j'ai eu des carences. Donc, avant d'être spécialisée en nutrition et avant d'être végane, j'ai été végétarienne pendant 8 ans. Mhm. Je n'y connaissais strictement rien à la nutrition à ce moment-là. Et enfin, voilà, j'y suis allée vraiment comme ça. Enfin, moi, c'était vraiment pour les animaux. Donc, j'ai Mhm. pas du tout. Enfin, je faisais pas attention. Et vers la fin de mon végétarisme, j'ai eu une carence en fer, alors qui s'est réglée très facilement, mais c'est Mhm. simplement parce que justement, enfin, j'avais fait notamment l'erreur, je pense que font beaucoup de végétariens, c'est-à-dire de remplacer tous les produits carnés par beaucoup de produits laitiers. Ouais. Et donc déjà, ça t'apporte pas forcément tout ce qu'il faut. Et puis en plus, au niveau du fer, justement, le fait d'avoir trop de calcium, Mhm. ça a un impact négatif sur le fer. Donc voilà, une fois que j'ai réglé ça, et puis c'était la période où je commençais justement à véganiser mon alimentation, et en fait, ça a largement, largement réglé les choses. Beaucoup de gens pensent que les véganes sont forcément carencés. Dans ta pratique, est-ce que tu observes vraiment ça? Alors non, absolument pas. La plupart des gens que j'ai en consultation, alors soit c'est des gens qui ont un besoin par ailleurs parce que voilà, ça peut être pour autre chose, donc soit ça peut être pour de l'obésité ou pour enfin voilà, pour des pathologies en plus, et Mhm. c'est pas spécifiquement sur le véganisme. Ouais. Soit ça peut être, mettons, enfin, j'ai beaucoup de parents parce que je me suis un peu spécialisée aussi sur les enfants et notamment les jeunes enfants végétariens et véganes. Mais c'est pas pour des carences. En fait, la majorité des cas, c'est vraiment des gens qui ont besoin d'être rassurés et de voir que tout va bien. Parfois, ça peut être pour du rapport à l'alimentation sans forcément de cas d'obésité ou quoi que ce soit, mais juste parce que voilà, il y a besoin de travailler le rapport à l'alimentation. Mais le véganisme en soi, c'est pas du tout un facteur de risque de quoi que ce soit. Après, la seule chose, c'est que dans la société dans laquelle on vit, c'est une alimentation dont on n'a pas l'habitude, on n'a pas été éduqué à ça et à manger de cette façon-là. Donc c'est pour Mhm. ça qu'il y a besoin d'un peu d'éducation et de se renseigner un peu. Mais en soi, une fois qu'on a les bons réflexes, enfin, il n'y a
aucun risque de carence supplémentaire. Autre idée reçue, le véganisme est trop restrictif. Est-ce que tu te reconnais dans ces mots? Alors pas du tout. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Tu me diras peut-être pour toi aussi si ça a été le cas, mais En moi fait, pour le non, non, en fait, peut-être au départ, quand j'étais pas encore végane, c'était mmh, difficile pour moi imaginer qu'est-ce que je vais manger. Mais maintenant, en fait, après découvrir tout ce que je peux manger et comment c'est bon, je sais pas, ça me manque pas du tout. En tout cas, ouais. que parfois les gens, ils me demandent: «Est-ce qu'il me manque la viande?» J'ai pas envie parfois de manger de la viande. Alors, pas du tout. Ouais, moi je crois que c'est pareil et puis surtout, enfin, au final, ça m'a fait, j'ai l'impression d'être beaucoup plus enfin, de manger de façon beaucoup plus diversifiée maintenant que quand Mmh. j'étais omnivore. Oui. D'autant plus que, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais moi pour le coup, en fait, la viande vraiment ça me dégoûtait. C'est-à-dire Mmh. que, enfin, tu sais, genre la viande crue et cetera, mais vraiment depuis toujours ça me dégoûtait et donc Mmh. les seules viandes que j'arrivais à manger, alors sauf si c'était au restaurant, si c'était déjà cuisiné ou voilà, là ça allait, mais les seules viandes que j'arrivais à, moi, manger chez moi, c'était du Mmh. jambon blanc parce que, bah, en gros, ça ressemble pas trop à de la viande et tu as pas besoin de le cuire et c'est pas cru et tout ça et les steaks hachés parce que, bah, c'est pareil, en fait, même si c'est cru et c'est un peu dégueulasse, mais tu as juste à le jeter dans la poêle et puis, c'est bon, Mmh. tu as plus cet aspect Ouais. de vraiment de chair crue, quoi. Mmh. Donc ouais, enfin, en gros, ouais, mon alimentation tournait autour de ça. Alors du poisson, parce que pour le coup, le poisson, ça, j'aimais bien. Mais voilà, enfin, en gros, j'étais pas du tout, j'avais pas du tout une alimentation très diversifiée et en végétalisant mon alimentation, je suis allée vers beaucoup plus de Mmh. choses nouvelles et alors maintenant, bah, je pense que voilà, j'ai un peu mon rythme alimentaire et mon truc un peu plan-plan, donc voilà, je vais pas découvrir des nouvelles choses, tous les jours ou toutes les semaines. Mais en tout cas, pendant une période, ouais, ça a été pas mal de découvertes et puis j'ai appris à cuisiner aussi, chose que je faisais pas du tout avant. Donc non, non, au contraire, moi, ça a été vraiment, très, très bénéfique pour la diversité de mon alimentation. Et qu'est-ce que tu en penses de tous ces produits véganes, qui quand même ressemblent la viande, les steaks véganes, les saucisses véganes, tout ça? Parce que les arguments que j'entends aussi très souvent que c'est pas bon pour la santé, c'est hyper transformé. Qu'est-ce que toi, comme nutritionniste, tu penses aussi de tout ça? Ah, c'est drôle parce que en fait, ça, je pense que c'est un argument qui a été très utilisé justement contre le véganisme et depuis quelques années, il y a de plus en plus d'études qui sortent sur ces produits-là et en fait, qui montrent tout l'inverse. C'est-à-dire qui montrent que comparé à de la viande, même à de la viande non transformée, en fait, ces produits-là sont plus sains Mmh. et bah, notamment parce qu'ils apportent des fibres, parce qu'il y a moins de graisses saturées, parce que, voilà, enfin, en gros, il y a plein d'éléments comme ça qui font que c'est plus sain et que ça a des bénéfices sur la santé. Alors évidemment, si on compare ça à des aliments véganes non transformés, par exemple à, je sais pas, des lentilles, des pois chiches, du tofu, etc., c'est moins sain. Mais si tu compares ça à ce que ces produits sont censés remplacer, c'est-à-dire à de la viande, c'est toujours plus sain. À quoi on doit faire, quand même attention? Là-dessus, enfin, clairement, je pense que le secret, c'est de regarder la liste des ingrédients parce qu'il y a Mmh. que ça qui, enfin, voilà, qui peut t'indiquer un petit peu si c'est, enfin, à quel niveau, on va dire, ça se situe. Et tu en as certains qui contiennent vraiment bah, que des légumineuses et des épices, etc. Et dans ce cas, c'est complètement OK. Mmh. Maintenant, si tu vois des additifs et notamment si tu vois pas mal d'additifs dedans, bah là, évidemment, enfin, c'est pas l'idéal. Les Donc, additifs, c'est quoi, par exemple? les additifs, tu sais, c'est tout ce qui va commencer par les E 100 quelque chose, Ouais. E 400 quelque chose, et cetera. Alors après, tu as certains additifs, enfin, parfois tu as des épices qui peuvent, avoir des dénominations aussi d'additifs, donc E 100 et cetera. Enfin, là, j'ai plus les numéros en tête, mais par exemple, tu as le curcuma, ça peut avoir un nom d'additif. Maintenant, les industriels, en général, vu qu'ils savent que maintenant, c'est plus très bien vu, les additifs, Mmh. si c'est du curcuma, ils vont plutôt maintenant mettre le nom curcuma ou paprika plutôt que de mettre le nom avec E 100 D'accord. quelque chose, quoi. OK. OK. Donc après voilà, tu as la liste des additifs. Au niveau des tout ce qui va être fromages végétaux, ce que tu peux regarder, c'est, notamment tout ce qui va être à base d'huile de coco. C'est quand même beaucoup moins sain que, ce qui va être à base d'oléagineux. Donc, bah, notamment, tu as pas mal de marques qui font des fromages végétaux à base de noix de cajou, d'amandes et cetera et dans ce cas, c'est enfin, non seulement c'est complètement OK, mais en plus, c'est même très bien pour la santé. Quand tu as des fromages végétaux qui vont être principalement à base d'huile de coco, là, c'est très Mmh. riche en graisses saturées. Donc, de temps en temps, c'est OK. Maintenant, voilà, enfin, il vaut mieux éviter d'en avoir tous les jours à table, quoi. Ouais. Là-dessus, voilà. Et puis après, tu as certains additifs en particulier. Par exemple, tu as la méthylcellulose.
c'est pas quelque chose qui est très problématique en soi, mais pour certaines personnes qui vont avoir notamment des sensibilités digestives, voire carrément qui peuvent avoir des syndromes de l'intestin irritable, etc., dans ce cas, c'est à éviter. Quand on parle d'enfants, les réactions deviennent très vives. Pourquoi l'aliment vegan chez les enfants fait-elle autant peur? Déjà, je pense que ça fait aussi peur parce que, bah, déjà chez les adultes, il y a cette idée reçue que, végan égale forcément carencé, égale, bah, comme tu disais, un peu forcément manque de protéines et cetera et les enfants sont en pleine croissance, donc on sait que c'est important qu'ils aient une bonne nutrition et une bonne alimentation, ça c'est vrai. Mais du coup, il y a forcément encore plus cette peur qui va remonter pour les enfants que, bah, comme on a déjà cette idée que, chez les adultes ça va être carencé, bah, forcément c'est encore plus dangereux pour les enfants parce que ça va, empêcher leur croissance, ça va les Mmh. rendre, bêtes, et cetera. Donc voilà, c'est vraiment des peurs, je pense, très, très viscérales qui remontent avec ça. Mais quand on prépare, les assiettes pour les enfants et pour les adultes, ça peut être toujours le même, assiette ou quand même il y a les ingrédients qu'il faut ajouter un peu plus? Enfin, pour te répondre de façon très succincte, on va dire pour les enfants et notamment pour les jeunes enfants, ce qui va être important, c'est, la densité nutritionnelle. Donc autant chez les adultes, justement, on va pas forcément chercher à avoir une très grande densité nutritionnelle, bah, notamment parce que, bah, voilà, ça permet d'être, enfin, de rester en bonne santé, de pas développer de surpoids, de pas Mmh. avoir trop d'aliments très denses nutritionnels. Alors que chez les enfants, au contraire, qui sont en pleine croissance, bah, là, on va chercher à avoir pas mal de densité nutritionnelle. Mmh. Donc voilà, c'est juste au niveau de la construction de l'assiette, bah, là, on va peut-être, enfin, plus mettre l'accent sur des aliments qui sont plus denses nutritionnellement et typiquement chez les enfants, les légumes, c'est pas Mmh. très grave s'ils en mangent en plus que les fruits et les légumes ont quand même des propriétés très similaires au niveau de l'apport vitaminique, de l'apport en minéraux et cetera. Mmh. Donc on va dire que si l'enfant aime beaucoup les fruits, ça va lui apporter plein de bonnes choses et voilà, s'il mange 3 pauvres légumes dans l'assiette, c'est pas très grave et ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude et en général, on essaye un peu de forcer les enfants à manger des légumes. Concrètement, c'est très bien qu'ils mangent des légumes pour leur répertoire alimentaire et puis pour construire, voilà, leur goût et tout ça, mais au niveau nutritionnel, c'est pas ce qui va être le plus important. Mmh. Même chose pour les femmes enceintes? Bah, globalement, enfin, on va dire que ça va être, assez ouais, assez globalement les mêmes nutriments que pour, n'importe quel adulte. Donc tu vas avoir la vitamine B12 bien se supplémenter, quitte potentiellement à augmenter un peu la dose s'il y a besoin. On va faire attention au fer parce que ça, c'est voilà, c'est quelque chose enfin, si tu veux, le volume de sang augmente pendant la grossesse. Mmh. Donc en gros, ça peut diminuer le taux de fer. Donc on va faire attention à avoir des aliments riches en fer. Pour les enfants, pareil. Mmh. Et puis après, ce qui va être important, c'est la vitamine B9, où là, c'est de la supplémentation. Mais ça, c'est le cas pour tout le monde, pour toutes les femmes enceintes. Il y a une supplémentation en vitamine B9, donc c'est pas du tout spécifique aux femmes enceintes véganes. Et puis après, au niveau de la densité calorique, alors oui, ça va être important de manger suffisamment quand on est enceinte. Après, il n'y a pas besoin non plus de manger pour deux, hein. Et ça va, enfin, si tu veux, l'augmentation va se faire tout au long de la grossesse. C'est-à-dire que le premier trimestre, en général, il n'y a pas besoin spécifiquement de beaucoup plus. Après, au deuxième trimestre, ça va un peu augmenter. Et puis au troisième trimestre, ça va encore augmenter jusqu'à à peu près 500 calories Mmh. supplémentaires par jour. Mais donc ça, en gros, tu n'as pas besoin de le compter non plus. C'est vraiment en fonction de ton appétit. Et puis, bah, tu vas bien sentir si tu as plus faim à un moment donné. Donc voilà, c'est Mmh. Tu dis que ton approche est bienveillante, mais aussi, respons ah! responsabilisante. C'est ça, merci. Oui. Est-ce que ça dérange parfois aux gens? Euh, Alors, de façon générale, non. Après, bah, globalement, je pense que ouais, je sais pas si si c'est parce que je suis assez claire dessus, donc en tout cas, enfin, j'ai pas eu de gros soucis. Maintenant, c'est vrai que j'ai une approche qui, à la fois, disons, qui va pas forcément prendre les gens par la main et ça m'est arrivé une fois, pour le coup, d'avoir une personne qui était un peu déçue de la consultation parce que, pour le coup, c'était quelqu'un qui, je pense, en tout cas selon moi, avait juste besoin un peu d'être rassurée parce que globalement, elle faisait très bien les choses et en fait, elle a été un peu frustrée justement de pas avoir peut-être plus de cadre et puis, bah, quelque chose comme, justement un plan alimentaire alors que comme je disais, enfin, un petit peu comme toi, c'est pas du tout mon approche ni de compter les calories, c'est pas non plus mon approche de dire aux gens ce qu'ils doivent manger. C'est-à-dire que Mmh. le but, c'est que la personne trouve sa façon de manger à elle
Mais c'est Mhm, pas, enfin, j'estime que c'est pas à moi de te dire que le matin, tu dois manger 2 tartines et puis voilà, et un thé, etc. Que le midi, tu dois d'accord. manger des spaghettis bolognaises avec des épinards. Enfin, voilà, Mhm, c'est pas ma façon de faire de te dire exactement ce que tu dois manger, quand et tout ça. mhm, Et donc là, cette personne-là a été un peu frustrée, je pense, par ça, parce qu'elle attendait peut-être quelque chose de plus cadré pour le coup. mhm, Mais voilà, donc dans le côté responsabilisant, ça fait aussi partie de ça, c'est-à-dire qu'on peut chercher ensemble les bonnes façons de faire et ce qui va te correspondre, et puis bah, faire des hypothèses et tester et tout ça. Mais ouais, voilà, enfin, c'est pas moi qui vais prendre la personne par la main. Mais à quoi peut-être pour quelqu'un qui vient de commencer, à quoi quand même il doit faire attention? Globalement, bah, après, enfin, je pense que ça dépend aussi beaucoup du tempérament de chaque personne. C'est-à-dire que moi, pour le coup, je sais que j'ai un tempérament où j'ai plus besoin de faire les choses comme ça, un petit peu, ouais, quasiment à l'arrache au début pour tester. Et Mhm, ensuite, du coup, je vais me préoccuper de me dire, OK, est-ce que c'est bien et qu'est-ce que j'ai besoin d'ajuster? Et en fait, moi, mhm, dans le véganisme, alors comme je disais, enfin, quand je me suis lancée au début, je n'étais pas du tout spécialisée en nutrition. mhm, Mais voilà, enfin, j'ai eu ce besoin de faire les choses comme ça. Et pour le coup, enfin, voilà, les bilans biologiques, etc., enfin, ouais, c'est pas du tout quelque chose que je recommande non plus systématiquement, et c'est pas quelque chose que moi, je fais systématiquement. mhm, Mais après, pour quelqu'un qui serait peut-être un peu plus anxieux au départ, bah, mhm, je pense que déjà la base, c'est peut-être d'essayer justement un peu de se détendre et puis bah, de faire les choses correctement au niveau alimentaire. Donc, comme je mhm, disais, de façon très simple, en ayant des assiettes bien construites de base. mhm, Et puis après, bah, niveau supplémentation, donc ce qui est très important, c'est la vitamine B12, évidemment. Et ça, c'est le cas donc, pour les véganes, mais aussi pour les végétariennes et végétariens, et même quand on est flexi. Parce mhm, que voilà, quand on diminue la viande, c'est important de commencer la supplémentation en vitamine B12. ouais, Et puis après, tu as certaines choses qui peuvent être au cas par cas. Par exemple, l'iode, ça peut être bien de se supplémenter mhm, quand on est vegan, parce que l'iode, c'est principalement alors il y en a dans le sel de table, mais c'est aussi principalement dans les produits laitiers, parce que les produits qui sont utilisés pour nettoyer les pies des vaches et les machines de traite sont des produits iodés. Donc en fait, c'est grâce à ça qu'il y a de ah l'iode dans les oui! produits laitiers. Mm. Ah ouais, Sinon, il y en aurait beaucoup moins. ouais. Mais donc voilà, quand on est vegan, ça peut être bien de se supplémenter en iode, mais si on mange des algues régulièrement, c'est pas forcément nécessaire. Les Voire, algues comme nori, ouais, ça joue déjà? oui, Mhm, oui, tout à fait. Et voire même si on mange des algues régulièrement, dans ce cas, il vaut mieux éviter de se supplémenter en iode, parce que l'iode, c'est un nutriment pour lequel il y a une fourchette qui est assez, enfin, qui est assez régulée, donc il ne faut pas non mhm, plus trop en avoir. ok. Pareil, par exemple, enfin, sur le fer, certains médecins peuvent être très inquiets, et donc tout de suite, quand ils voient une personne végane ou pire, un enfant végane, alors tout de suite, ils vont recommander une supplémentation en fer. Il n'y a Mhm, pas du tout besoin systématiquement. Maintenant, si mhm, jamais enfin, tu fais des anémies assez régulièrement, bah, dans ce cas, oui, autant se supplémenter en fer. Enfin, d'accord. voilà, pour le reste, c'est plus vraiment au cas par cas. Si tu devais déconstruire une seule idée reçue sur le véganisme aujourd'hui, lesquelles choisirais-tu? C'est difficile comme question, ça, parce qu'il y en a tellement. Euh, Franchement, j'hésite, mais j'hésite énormément. J'ai au moins 3 réponses. Je peux avoir Vas-y, des vas-y, jokers. allez, on a du Ok, temps. ok. Bon, alors la première, c'est évidemment les protéines, parce que franchement, enfin, il faut arrêter avec ça. Mhm, Euh, et les deux autres, ce serait sur le calcium et les produits laitiers et les oméga 3 et le poisson. Parce que ça, ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau justement du monde de la santé, en tout cas en France, mais j'imagine que c'est pareil dans d'autres pays comme la Suisse, mhm, c'est vraiment les idées reçues qui sont les plus accrochées. Que mhm, c'est pas possible d'avoir suffisamment de calcium sans produits laitiers, que c'est pas possible d'avoir des oméga 3 sans poisson. Donc mhm. ouais, je dirais vraiment, en tout cas au niveau du milieu de la santé, ces deux-là. Si tu pourrais donner cinq, je sais pas, légumes ou les ingrédients où tu imagines pas ta cuisine sans ces cinq ingrédients, ça sera quoi dans ta Ok, cuisine alors végane? c'est pas des légumes. Pour moi, ce serait alors évidemment le tofu, Mm, et surtout que bah voilà, le tofu, il y en a sous plein de formes différentes. Enfin, tu sais, ouais. alors tu as certes le tofu nature, mais tu as aussi du tofu, mettons, à l'ail des ours, tu as le tofu à la japonaise, bref, tu as Mhm, vraiment plein de formes différentes. Et c'est un ingrédient qui est hyper versatile, parce que non seulement tu peux l'utiliser en salé, enfin, tu sais, comme ça, pour faire des dés de tofu un peu revenus et tout, tu peux aussi l'utiliser pour remplacer des œufs, par exemple, pour faire du tofu brouillé.
Mais tu peux aussi l'utiliser en sucré. Par exemple, du tofu soyeux, ça peut servir pour faire une crème, soit crème aux fruits ou crème au chocolat et tout ça. Donc, ouais, c'est vraiment hyper, hyper pratique. Mhm. Heu, 2e ingrédient, ce serait les pâtes parce que c'est vraiment enfin, c'est genre mon aliment de base depuis que je suis petite et là, pour le coup, je pense que si on devait me supprimer les pâtes de mon alimentation, je serais très, très, très malheureuse. Mhm. Donc c'est pour ça que ça m'a toujours un peu fait rire quand, j'entendais les gens me dire: «Mais mon Dieu, la viande, ça te manque pas?» et cetera. Non, absolument pas. Par contre, oui, tu m'enlèves les pâtes, alors là, oui, je là, je meurs de carence en pâtes, ça, c'est Mhm. clair. Ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Alors les fruits, ça, c'est clair. Alors moi, Mhm. j'adore les fruits, enfin beaucoup, beaucoup de fruits, quasiment tous, je Mhm. pense. Mon fruit préféré, c'est la pastèque, mais malheureusement, il n'y en a pas toute l'année. Ouais. Mais voilà, enfin, on va dire les fruits de façon générale, ouais, voilà. Attends, encore 2. Mmh, bah, je dirais la sauce tomate parce que c'est quand même hyper pratique. Pareil, tu peux Mhm. l'utiliser dans plein, plein de choses et puis, bah, pour faire un petit aparté, du coup, un peu de nutrition, ce qui est marrant, c'est que, tu sais, enfin, depuis quelques années, on entend pas mal de choses sur le cru et puis qu'il faut manger, tout cru et cetera. Bah, en fait, tu as certains aliments comme la tomate, en fait, tu as plus de vitamine A quand c'est cuit dedans que quand Ouais. c'est cru. Donc voilà, tu as Mhm. certains aliments, c'est pas forcément vrai que c'est mieux, quand c'est cru. C'est pas Mhm. mauvais de manger des tomates crues, mais voilà, tu as certaines choses qui sont encore plus intéressantes, quand c'est cru. Mhm. Et puis, 5e aliment, je réfléchis. Bah, comme ça, je dirais peut-être les oléagineux parce que enfin, c'est vraiment super intéressant nutritionnellement. Donc, Mhm. en gros, enfin, tu sais, les oléagineux, ça va être, bah, tout ce qui est, les cajous, les amandes et cetera. Mhm. Et donc, bah, c'est des choses que tu peux utiliser de plein de façons différentes. Donc déjà, enfin, comme ça, directement, tu peux les utiliser en crème, tu peux les utiliser enfin, tu sais, en beurre voilà, beurre de cajou, beurre d'amande et tout ça. Mhm. Et puis, bah, voilà, c'est très riche en protéines, c'est très riche en bons gras, c'est très riche en micronutriments, donc fer, calcium et tout ça. Donc, ouais, ça, c'est plutôt, plutôt pas mal aussi. Et puis, ça peut servir à faire des fromages. Je comprends que tu prends toujours les consultations, donc on peut toujours prendre la consultation chez toi, mais comment on peut te contacter? Principalement, enfin, je suis pas mal sur Instagram. Alors, je suis pas forcément tous les jours, mais voilà, je suis pas mal sur Instagram. Et puis, bah, pour réserver une consultation, effectivement, il y a le lien, donc il y a le lien de mon, calendrier Calendly pour réserver et puis voilà. Je crois que c'est toutes les infos qu'il Et faut. avec les enfants, on peut aussi venir chez toi si on a les questions. Tout à fait, bah, avec grand plaisir et puis sachant qu'avec, donc Émilie qui est une, maman végane et qui fait le compte Petit Mes Veggies, on a aussi lancé 2 programmes en ligne. Donc, il y en a un qui est spécifique sur la diversification alimentaire, donc qui va à peu près de 4 à 12 mois et un qui est pour les enfants, donc de 1 an jusqu'à 12 ans. Mhm. Et donc ces programmes, bah, c'est spécifique justement pour donner toutes les connaissances aux parents. Alors non seulement sur le côté nutritionnel, mais on Mhm. aborde aussi plein d'autres sujets parce que, par exemple, pour la diversification alimentaire, bah, les parents se posent aussi plein d'autres questions sur le matériel adapté, Mhm. sur, éventuellement les allergies. Est-ce qu'il faut introduire du coup les allergènes et notamment les allergènes d'origine animale ou pas? Donc Mhm. voilà, on aborde vraiment plein, plein de choses. Sur la partie enfant, on aborde aussi la néophobie, la sélectivité, toujours la question des allergies et Ouais. puis aussi le fait enfin l'entourage, c'est-à-dire comment en parler, bah, à l'entourage, comment faire avec les professionnels de santé qui sont pas forcément toujours très Mhm. ouverts. Donc, voilà, c'est des programmes qui sont vraiment très, très, très complets et donc après à voir pour les personnes si elles préfèrent, une consultation en individuel où là, on aborde vraiment plus le cas spécifique, de la personne et de son enfant ou bien si elle Mhm. estime qu'un programme avec, bah, des connaissances, ça c'est suffisant pour eux. T'aimerais encore ajouter quelque chose? Il y a encore quelque chose qu'on n'a pas touché, mais t'aimerais ajouter. Voilà, tout ça. Écoute, moi je trouve que ça a été, très, très complet et ben, vraiment encore un grand merci de m'avoir proposé, cette interview. Ça m'a fait très plaisir donc voilà, c'est juste ça, juste des remerciements en plus. Merci beaucoup et à très bientôt. J'espère qu'un jour on va réussir de se voir, Avec plaisir. Merci beaucoup Astrid. Au revoir, bonne journée. Ciao.